Les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de vous faire un cadeau ou d'en faire un à vos proches, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Tellington. Vous pourrez y acheter des cartes cadeaux, des packs avec plusieurs de nos livres et sur les affiches, il y a même une promo. Pour chaque poster acheté, on vous en offre un autre. Alors n'hésitez pas et foncez. Pour découvrir tous nos produits, rendez-vous sur la boutique Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 16e chapitre de cette Super Flame Story. Triste blizzard, chapitre 16, Marbre rouge. Alors que Talion et Andrew avaient terminé la session d'entraînement d'Hugo, ces derniers quittèrent le champ pour aller rejoindre la grange. « Je ne savais pas que mes démons étaient capables d'autant de choses. » lança le jeune homme. « Il ne s'agit pas que d'eux, » déclara Andrew. « Ce qui est incroyable, c'est ce que vous arrivez à faire ensemble, en coopérant. » « Ouais, ensemble vous arrivez à me défoncer la tronche, même si j'ai un bouclier magique, » lança Rico. Il avait une petite bosse sur la tête. Lumine, qui marchait juste à côté de lui, poussa un petit cri moqueur. « Alors, ça s'est bien passé ?» lança une voix derrière les trois camarades. « Alias !» s'exclama Talion en se retournant. « Vous venez d'arriver ?»« Oui, j'avais quelques affaires à régler à la Silver Tower. »« Votre couverture est-elle toujours intacte ?»« Pour l'instant, en tout cas. » répondit le chef de la DPA avant de tousser. « Tout va bien, Alias ?» demanda Andrew. « Oui, ne t'en fais pas. C'est juste un mauvais rhume. » Une fois tout le monde dans la grange, le colonel Antonov prit une grande inspiration et se mit à crier à l'intention des soldats. « Garde à vous !» La cinquantaine d'hommes fiables qui avaient été recrutés se mirent debout et firent claquer leurs bottes. « Repos, messieurs !» s'exclama Alias, avant d'inviter tout le monde à se regrouper devant un tableau blanc sur lequel un vidéoprojecteur diffusait quelques images. Le chef de la DPA posa sa veste sur une chaise. Il commença à expliquer. « Si vous êtes ici, c'est parce que vous faites partie des seules ressources suffisamment fiables pour entendre ce que j'ai à vous dire. » Alias appuya sur la barre d'espace de l'ordinateur. L'écran de projection afficha une première diapositive sur laquelle était écrit « Opération Marbre rouge ». Ceci n'est pas le nom de notre opération, c'est le nom de celle de nos ennemis. Lorsque j'ai chargé le colonel Antonov d'identifier et écarter les traîtres au sein de la DPA, ce dernier est tombé sur des échanges on ne peut plus révélateurs. Alias appuya une nouvelle fois sur la barre d'espace. L'écran afficha un mail. Cher général, j'ai pu échanger avec notre ami commun et il approuve notre projet de restructuration. Nos soutiens en interne sont nombreux. Il faudra cependant régler quelques détails. Nouvelle diapositive, nouveau mail. Bonjour monsieur. Je pense qu'avant de lancer l'opération, il nous faudra encore déboulonner quelques statuts. Entendez par là l'éviction des cadres qui nous seraient hostiles, à commencer par le premier d'entre eux, c'est-à-dire moi. Nouvelle diapositive. Chers amis, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons reçu les premières livraisons d'armes provenant de nos alliés. Nouvelle livraison la semaine prochaine. Nouveau mail. Cher général, j'ai le plaisir de vous informer que j'ai pu convaincre le PR d'abonder dans notre sens. La DPA sera officiellement et légalement dans nos mains dans peu de temps. Marbre rouge est sur les rails. « C'est quoi le PR ?» demanda Talion en se retournant vers Hugo. « C'est une abréviation qui désigne le président de la République. » Andrew commenta. « Je comprends maintenant pourquoi Alias était si distant et préoccupé. Cette ferme, c'est son arche de Noé. Il ne peut pas lutter contre la tempête qui vient, alors il sauve les meubles. » Le chef de la DPA poursuivit. « C'est le dernier message qu'est parvenu à récolter Antonov. Les remous provoqués par sa traque ont poussé les membres de Marbre Rouge à devenir plus discrets.
On n'a pu arrêter que certains de leurs sous-fifres, et leur niveau d'information était on ne peut plus décevant. Un des soldats leva la main. Votre nom de code? Rémus, monsieur. On vous écoute. Je crois parler au nom de tout le monde en vous disant qu'on a tous signé pour être là aujourd'hui. Mais j'avoue avoir du mal à comprendre notre mission. Si Marbre Rouge est soutenu à un tel niveau, on ne peut pas leur rentrer dedans frontalement. C'est littéralement tout le reste de la DPA qui va se retrouver face à nous. Notre objectif n'est pas de les attaquer frontalement, mais d'avoir une approche plus discrète et chirurgicale. Et j'insiste sur ce point. N'ayez aucun doute sur le fait qu'ils feront plus que nous virer. Ils tenteront de nous détruire une fois qu'on sera écartés. Un autre soldat leva la main. DPA 336, monsieur. Nom de code Constantin. On vous écoute, Constantin. Colonel Antonov, est-ce que vous êtes tombé sur des dossiers DOL nous concernant lors de vos recherches? Antonov regarda Alias en quête d'approbation. Ce dernier hocha la tête. Toutes les personnes présentes dans cette pièce, moi y compris, ont un DOL aux fesses. Un silence glacial envahit la pièce. Un DOL? Demanda Hugo. Talion expliqua. Un dossier d'option létale. Ça veut dire que des agents ont eu pour mission de compiler des informations à nos sujets dans le but de préparer une éventuelle élimination physique. Pendant ce temps, à Marmottin, alors que l'inspecteur Bloom et le commissaire Tassier étaient en train de rentrer au poste, ils reçurent un appel radio de Josiane. Commissaire pour Centrale. Répondez, commissaire. Oui, Josie. On a reçu un appel des services communaux. Il y a un cantonnier qui a trouvé quelque chose d'intéressant dans une poubelle. C'était quoi, le dernier numéro de la Gazette de Marmottin? Plaisanta Bloom. Non, raté. Il vous reste encore 2 essais. On n'a pas le temps de jouer aux devinettes, Josie, s'énerva Tassier. Les sacs d'école des 2 petits. Ils ont été retrouvés dans une poubelle du parking de l'hôtel de ville. Bien reçu. C'est sur notre trajet, on se rend sur place, déclara Tassier en allumant sa sirène. Pendant ce temps, Léo était toujours enfermé dans sa chambre. Il était allongé sur son lit et fixait le plafond avec un regard rempli de haine. Il était furieux. Il en voulait à mort à Cassandra et Oswald, qui risquaient de révéler son petit secret. Il eut soudain une idée. Il s'empara de son petit carnet et se mit à en tourner les pages à toute vitesse, avant de s'arrêter sur l'une d'entre elles. Il la parcourut rapidement du regard et tourna de nouveau plusieurs pages jusqu'à sa précieuse carte bardée de croix. À l'aide de son index, il parcourut le trajet jusqu'à un point qui était plutôt proche. Il afficha un grand sourire avant de bondir hors de son lit, puis il se précipita vers la fenêtre de sa chambre, d'où il put voir que le lieutenant Fonck était sorti pour discuter avec le sergent Maroni. Tu vois, Maroni, même si je suis pas italien, je pense que je fais de meilleures pâtes que toi. Ma, n'importe quoi. Si, je t'assure, j'utilise toujours mon ingrédient secret. C'est quoi, de la sauce tomate? Non, le gras. Pendant que les 2 policiers échangeaient des banalités, ils ne remarquèrent pas que Léo était en train de se faufiler en dehors de la maison, en profitant de la nuit tombante pour ne pas se faire remarquer. Ce dernier pressa le pas. Il fit le tour du pâté de maison et se rendit devant celle d'une famille voisine. Un père, une mère et leurs 2 filles. Ils étaient attablés dans la cuisine et semblaient passer un bon moment. Léo les fixa quelques instants, tapis dans l'obscurité glaciale. Il se perdit dans ses pensées quelques minutes en les voyant se servir de bons petits plats et rigoler aux éclats. C'était une chose que Boglov n'avait jamais vraiment connue. Il était difficile de lire dans le regard perçant de Léo s'il était envieux ou s'il ne comprenait juste pas. Quand le jeune homme revint à lui, il fit le tour de la charmante maisonnette et se retrouva dans le jardin. Il y avait là un grand sapin. Léo se précipita sous ce dernier, repéra de grandes racines qui ressortaient du sol et se mit à creuser avec ses bottes. Comme le sol était gelé, il était très ralenti dans sa besogne. Il remarqua du coin de l'œil un cabanon de jardin qui se trouvait un peu plus loin. Il s'y rendit et en ressortit avec une bêche qu'il utilisa pour creuser plus efficacement. Après quelques minutes d'effort, il tira du sol une boîte à biscuits en métal qu'il ouvrit. À l'intérieur se trouvait un objet qui était enveloppé dans des vieux papiers journaux. Un vieux numéro de la Gazette de Marmottin, datant de l'affaire Picauvant. Léo regarda le journal avec amusement avant de déballer l'objet qu'il contenait. C'était un médaillon doré, au centre duquel se trouvait une petite pierre rouge étincelante. Il était parcouru d'étranges mécanismes qui semblaient tourner tout seuls, un peu à la manière d'une montre ancienne. Au cœur du curieux objet, on pouvait deviner une flamme qui brûlait sans discontinuer. Léo caressa l'objet et lui fit un bisou. Tu m'as manqué, toi.
lança-t-il avant de placer l'étrange artefact autour de son cou. Léo remit la boîte dans le trou et le reboucha à toute vitesse. Mais alors qu'il s'apprêtait à filer, quelqu'un sortit de la maison. « Hé, y a quelqu'un dans le jardin ?» cria une voix masculine. Léo remarqua que le père de famille était sorti avec une batte de baseball, prêt à en découdre. Le fils de l'inspecteur Bloom voulut s'enfuir, mais il tomba nez à nez avec une lampe torche qui l'aveugla. Il était tombé sur le propriétaire. « Chérie, appelle la police !» cria-t-il. Léo remarqua alors que depuis une fenêtre de la maison, toute la famille l'observait. Pris de panique, le fils de l'inspecteur se mit à effectuer d'étranges mouvements avec ses mains, tout en faisant non de la tête, comme s'il trouvait dommage de faire ce qu'il s'apprêtait à faire. Les mécanismes du médaillon s'activèrent, et la flamme que renfermait la pierre rouge se mit à briller de mille feux. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais ?» cria le propriétaire, effrayé, tout en armant sa batte de baseball. « Je suis désolé, monsieur. » répondit sèchement Léo, quand d'un coup, un gigantesque geyser de flammes se mit à sortir du médaillon, s'écartant à la manière d'un cône tourbillonnant en direction de la maison qui prit soudainement feu. « Oh mon Dieu! Chérie, les enfants !» cria le chef de famille, en laissant tomber sa batte avant de se mettre à courir vers la demeure qui s'était embrasée à une allure folle. Mais l'homme n'eut pas le temps de rejoindre les siens. Une seconde gerbe de flamme, plus chaude encore, sortit du médaillon et le rattrapa avant de s'abattre sur la maison, qui s'était changée en un immense brasier, dont l'éclat illuminait tout le quartier. Léo s'enfuit et retourna chez lui. Il croisa le chemin de Fonk et Maroni, qui ne le remarquèrent même pas, tant leur regard était attiré par l'immense lueur rougeoyante qui émanait de la maison voisine. « Centrale pour Fonk. On a un incendie qui s'est déclaré dans le quartier. Josie, il faut envoyer les pompiers. » Je leur dis d'envoyer combien de citernes? Dis-leur de tout amener. J'ai jamais vu un feu aussi virulent. Le truc est en train de dévorer la maison à une allure de malade. On va évacuer les voisins avec Maroni. Entendu. Bientôt, on entendit aux quatre coins du village les sirènes, non pas de la police mais bien des pompiers, qui se précipitaient vers le quartier des Bloom, tandis que Léo observait depuis la fenêtre de sa chambre l'agitation et la panique des riverains. La lueur rougeâtre du brasier éclairait toute la moitié gauche de son visage. Un visage qui affichait un sourire en coin. Retrouvez chaque jour un épisode de Triste Blizzard à 6h30 sur Teddington et à 17h30 sur YouTube. Les liens sont dans la description.